le problème qui se pose, c'est comment on peut avoir d'un côté des coopératives qui marchent très bien, notamment d'un point de vue économique. Les meilleures coopératives françaises ont la taille d'une entreprise du CAC 40, donc ce sont des géants mondiaux. Et de l'autre côté, des paysans qui ont de plus en plus de mal à vivre de leur travail. Xavier Hollins, vous êtes professeur de stratégie et gouvernement des entreprises à Catch BS. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler du modèle coopératif français. Si vous deviez le définir en une phrase, comment le définiriez-vous ? Bonjour Lise, alors le modèle coopératif français, je dirais il y a une définition très simple, c'est par et pour les paysans. L'histoire nous a montré que les paysans se sont regroupés dans des coopératives et les coopératives actuelles sont l'émanation de cette histoire et le fonctionnement n'a pas changé depuis les origines, sauf que les coopératives ont grandi et sont devenues des grandes entreprises, notamment au niveau international. Alors, le grand principe de la coopération, c'est un homme, une voix. Or, dans les campagnes, on entend de plus en plus d'agriculteurs dire « on a perdu les commandes de notre coopérative ». Est-ce que c'est un sentiment qui est véridique ou erroné ? Alors je dirais, oui, il y a une part de vérité. Ce sentiment repose effectivement sur quelques cas qui nous montrent que certaines coopératives, je dirais, sont mal gouvernées. Mal gouvernées tout simplement parce que le pouvoir a échappé aux paysans. Il est aux mains de certains dirigeants, d'une partie des élus. Et de l'autre côté, je crois qu'il faut faire la distinction. D'autres coopératives continuent à être bien gouvernées en associant bien les paysans et les adhérents et en n'étant pas coupés de leur base. Je crois que c'est ça ce qui est essentiel. L'enjeu essentiel, c'est d'avoir des coopératives qui fonctionnent en lien avec leurs adhérents et qui tiennent compte à la fois de leurs attentes et de leurs aspirations et qui ont des stratégies qui servent prioritairement les intérêts de ces mêmes paysans. Est-ce que c'est l'agrandissement des coopératives qui est en cause ? Je crois que derrière cette taille, cet agrandissement des coopératives et effectivement ces géants coopératifs qui émergent, il n'y a pas de fatalité au fond. Il ne faut pas que ce soit une excuse pour être coupé de cette base, de ce socle des adhérents. Et certaines grandes coopératives font les efforts nécessaires pour effectivement continuer à associer leurs adhérents à leurs choix stratégiques et à l'évolution des coopératives. Oui, parce que est-ce qu'on peut reprocher à des coopératives de se regrouper, de se structurer pour peser plus face à leur concurrence sur un échiquier qui est mondial aujourd'hui ? Alors on ne peut pas leur faire ce reproche parce qu'il en va aussi de la compétitivité de ces mêmes coopératives. Maintenant on le sait tous, les marchés agricoles sont des marchés mondialisés, donc il faut peser sur ces marchés mondiaux et on ne peut pas leur faire ce reproche-là. En revanche, il faut être attentif à la façon dont elles organisent et elles structurent leur gouvernance et à la façon dont elles se coupent ou pas de cette fameuse base d'adhérents. Et effectivement, des grandes entreprises coopératives qui se développent, c'est peut-être bien pour l'agriculture française, à une seule condition, c'est de veiller à ce que la gouvernance soit au niveau des enjeux, et qu'effectivement, elle continue à associer pleinement les adhérents en organisant le dialogue et la structuration politique des décisions. Je crois que c'est ça qui est important, continuer à associer politiquement les paysans aux choix qui sont faits. Mais comment on fait ça quand il y a plusieurs dizaines de milliers d'adhérents ? Alors c'est effectivement compliqué, mais ça s'organise. Certaines grandes coopératives qui ont plusieurs milliers d'adhérents le font très bien. Et ça suppose d'avoir un véritable effort en ayant notamment des assemblées de sections qui soient au plus près des territoires. Je crois que l'enjeu, c'est d'avoir des assemblées de sections ou d'autres dispositifs qui soient en contact avec les adhérents. Et ça suppose effectivement une structuration peut-être plus forte pour continuer à avoir cette relation de proximité avec les adhérents. Sinon, on assiste à la naissance de méga structures qui n'ont plus de contact direct avec les adhérents. Et c'est là où finalement le hold-up sur le pouvoir de la décision, sur le pouvoir de décision peut se réaliser. Alors, vous parlez de hold-up. Il y a quelque temps, lors d'une intervention devant un parterre d'agriculteurs, vous avez affirmé « Les paysans n'ont jamais été autant en difficulté, alors que les coopératives n'ont jamais été aussi grosses et puissantes ». Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Ce que j'entends par là, c'est qu'on a un secteur coopératif français qui est très dynamique et très performant. Dans le top 20 européen, on a 7 coopératives françaises, donc on a des champions coopératifs, notamment au niveau international. Et en même temps, vous le savez très bien comme moi, on a un tiers à un quart des paysans qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, alors que 75% des paysans adhèrent à au moins une coopérative. Donc le problème qui se pose, c'est comment on peut avoir d'un côté des coopératives qui marchent très bien, notamment d'un point de vue économique. Les meilleures coopératives françaises ont la taille d'une entreprise du CAC 40, donc ce sont des géants mondiaux. Et de l'autre côté, des paysans qui ont de plus en plus de mal à vivre de leur travail. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre, sans doute, dans la répartition de la valeur ajoutée. Et c'est notamment ce qu'a montré une partie des ateliers des États généraux de l'alimentation. C'est aussi ce qu'a pointé du doigt l'émission Cash Investigation récemment en parlant de la coopérative Sodial et en l'accusant de ne pas assez bien rémunérer les éleveurs. Bon, c'est une émission à laquelle Sodial a répondu, hein, elle a démenti certaines allégations. Mais est-ce que vous pensez que cet exemple il est révélateur d'un détournement de l'esprit originel des coopératives ? On a en droit de se poser la question pourquoi ? Parce que finalement Sodial rémunère ou a rémunéré pendant certains mois au prix plancher, alors que d'autres coopératives avaient une politique légèrement différente et essayaient de soutenir leurs adhérents avec des prix un peu plus rémunérateurs. Ce qui fait mal sans doute au monde paysan, c'est de voir des coopératives qui ne traitent pas mieux leurs adhérents que d'autres géants privés qui essaient de jouer sur ces prix mondiaux qui sont souvent tirés vers le bas. Et donc je pense qu'il est important que les coopératives aient une stratégie de long terme pour, à un moment donné, soutenir, y compris avec des prix peut-être un petit peu plus rémunérateurs, les paysans pour leur permettre de passer le cap. Parce qu'il ne faut pas oublier que sans paysans, si les paysans mettent tous la clé sous la porte et cessent leur activité, il n'y aura tout simplement plus de coopératives. Donc il en va aussi de l'avenir et de la pérennité de ces mêmes coopératives. Donc je crois que les coopératives, oui, à un moment donné, doivent faire un choix délibéré pour soutenir économiquement et financièrement les coopérateurs. Certaines le font, d'autres pourraient sans doute aller un petit peu plus loin et soutenir un peu plus fortement leurs adhérents. Alors pour finir cet échange sur une note plus légère, dans cette émission Anticrise, on demande à chaque invité d'apporter un objet qui est porteur d'avenir pour l'agriculture française. Lequel avez-vous choisi ? Alors c'est justement en lien avec notre discussion à l'instant. L'objet que j'ai choisi, c'est effectivement cette brique de lait qui commence à être bien connue de la part des consommateurs français. La marque C'est qui le patron, qui nous montre qu'un autre avenir est possible. Pourquoi ? Parce que cette brique de lait, elle est vendue tout simplement à un prix, au même prix que la plupart des autres briques de lait, sauf qu'il y a une différence qui ne se voit pas à l'intérieur, mais qui se voit dans le porte-monnaie des paysans, puisque quasiment la moitié du prix final payé par le consommateur revient aux paysans. Et cette démarche est très intéressante parce qu'on a, je dirais, pris à témoin et associé dès le départ le consommateur, en leur montrant que l'acte d'achat, un acte d'achat aussi anodin qu'une brique de lait, pouvait être très fort et notamment dans la manière dont on pouvait répartir plus équitablement la valeur ajoutée dans les filières agricoles. Je crois que toute la discussion qu'on a depuis le départ, finalement, le fil conducteur, au fond, d'une partie du malaise paysan et de notre discussion, c'est comment on peut mieux répartir la valeur ajoutée dans les filières agricoles. Il y avait plusieurs ateliers sur les États généraux de l'alimentation qui portaient sur ça. Le monde paysan a beaucoup d'attentes là-dessus. Une partie des négociations qui vont s'ouvrir autour du salon de l'agriculture va porter justement sur ça. Et je crois qu'il est important que tous les acteurs, et notamment dans les filières longues, se rendent compte qu'une partie de l'agriculture française se joue autour de cette répartition qui est pour l'instant trop déséquilibrée et qui doit être rééquilibrée. C'est un exemple. Intermarché avec sa démarche Merci va aussi dans ce sens-là. Et plus globalement, je pense que la grande distribution, en tout cas, je pense, va prendre conscience un peu plus fortement que derrière ces négociations, il y a une partie de l'avenir de l'agriculture française qui se joue. Xavier Olens, merci beaucoup. Merci Lise et à bientôt.